On a le plaisir de recevoir Mathieu Arsenault, chef économiste adjoint à la Banque nationale, qui s'est joint au groupe Économie et Stratégie en 2009. Il est notamment chargé de la rédaction de divers documents sur l'économie et les marchés financiers, et il contribue à l'élaboration des scénarios de prévision. Il siège également sur le comité des politiques publiques de l'Association des économistes du Québec et sur le conseil d'administration du Cyrano. Avant de se joindre à l'équipe Économie et Stratégie, M. Arsenault a travaillé en gestion des risques à la Banque nationale, où il a notamment été en charge d'analyser les différentes industries au Canada et de développer des outils quantitatifs pour la modélisation des risques. Il détient un baccalauréat en sciences politiques à l'Université de Montréal et une maîtrise en économie à l'UQAM. Nous avons également avec nous Julien Martin, chercheur et fellow au Cyrano depuis 2015, co-chercheur principal du thème économie mondiale au Cyrano. Il est professeur agrégé au département des sciences économiques de l'ESG UQAM. Il est aussi affilié au CREST et affilié de recherche au CER et éditeur associé à la European Economic Review. Il est titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'École d'économie de Paris. Ses intérêts de recherche sont liés au commerce international et à la macroéconomie. Nous avons également Dalibor Stefanovic qui s'est joint avec nous sur ce panel, qui est chercheur et fellow Cyrano depuis 2011, responsable du pôle en modélisation de l'économie du Québec et chercheur principal au thème politique économique et budgétaire. Il est également responsable du pôle modélisation au Cyrano, professeur agrégé au département des sciences économiques et co-titulaire de la chaire en macroéconomie et prévision à l'ESG UQAM. Il est titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université de Montréal. Ses intérêts de recherche sont l'économétrie des séries chronologiques, l'apprentissage automatique et les données massives avec des applications en macroéconomie et en finance. Enfin, pour la modération de ce panel, nous avons le plaisir de recevoir Étienne Lallet, chercheur et fellow au Cyrano depuis 2017, professeur agrégé au département des sciences économiques à l'ESG UQAM. Il est titulaire d'un doctorat en sciences économiques de Sciences Po Paris. Ses recherches portent sur la macroéconomie, l'économie du travail, avec un intérêt particulier pour la compréhension des fluctuations cycliques et séculaires sur le marché du travail. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Je laisse la parole à Étienne Lallet pour introduire ce panel. Merci. Ok, bonjour à tous. Merci d'être ici donc pour ce deuxième panel de discussion. Donc le thème de ce deuxième panel, c'est la guerre en Ukraine et les effets de l'incertitude sur l'économie. Et donc l'idée générale est de penser à la guerre en Ukraine comme étant un choc exogène qui vient frapper nos économies et de réfléchir aux conséquences de ce choc. Et donc je dirais pour cadrer un petit peu la discussion, nous autres en économie, en recherche en économie, on a beaucoup l'habitude de travailler sur des chocs. Il y a des chocs avec lesquels on est vraiment qui constituent vraiment notre travail au quotidien, comme par exemple les chocs de technologie et puis les chocs de préférence. Et puis, il y a des chocs qui sont moins fréquents, mais qui malheureusement frappent durement nos économies ces temps-ci. Donc, il y a eu le choc de la pandémie et puis désormais, il y a le choc de la guerre en Ukraine. Donc, je pense une première étape de la discussion, en fait, consiste à définir le choc dont il est question ici. Donc, quelle est l'ampleur de ce choc? Quelles sont ses manifestations? Comment est-ce qu'il se propage dans l'économie? Qui est-ce qui l'affecte dans l'économie? Et de quelle manière les personnes sont affectées par le choc? Et donc, une fois qu'on aura fait ce premier travail de caractérisation du choc, on peut réfléchir à ses conséquences et aux réponses à lui apporter. Donc, quand je dis réponse, bien sûr, il ne s'agit pas du conflit en Ukraine lui-même, mais des réponses à apporter en termes de conséquences économiques. Et donc ici, je pense qu'il y a trois types d'acteurs qui nous intéresseront. Donc, les ménages, comment est-ce que les ménages doivent s'adapter aux conséquences de ce choc, en particulier à une inflation accrue. Les entreprises, comment est-ce qu'elles peuvent réagir à ce choc et notamment à une hausse des coûts de production. Et puis le troisième acteur, ce serait les États et puis les banques centrales. Donc en particulier, comment est-ce qu'elles doivent faire face aux risques que la guerre en Ukraine fait peser sur la croissance. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses à parcourir. Donc je vais passer la parole successivement à Mathieu, à Julien et à Dalibor. Donc Mathieu va nous donner, je pense, un panorama un peu général de la situation, en parlant de différents marchés, donc les marchés financiers, les marchés de l'énergie, les marchés de l'immobilier. Donc il y a des éléments qui seront un peu mondiaux et puis après des éléments plus spécifiquement sur le Canada. Julien va faire le focus sur le commerce international et les firmes. Donc parler des échanges à la fois comme source d'exposition et de propagation des chocs, mais aussi
les échanges comme moyen de répondre au choc de la guerre en Ukraine. Et puis Dalibor ensuite va parler vraiment du thème de l'incertitude. Donc il y a une définition précise en économie et qui a une mesure précise. Donc comment est-ce que l'incertitude est impactée par la guerre en Ukraine, et puis qu'est-ce que ça nous dit en termes de risque de récession pour nos économies. Voilà, donc la parole est à Mathieu. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là. La prochaine fois, on réduira nos bios pour se donner plus de temps pour parler. Donc, parfait. Donc, écoutez, l'année a commencé. Déjà, il y avait des grands défis pour la conjoncture économique mondiale. L'inflation était en montée. Des problèmes à la chaîne d'approvisionnement dont on parlait. Les risques de recrudescence quant à la pandémie. Et là est venu ce choc sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a bouleversé pas mal nos scénarios économiques qu'on avait établis en début d'année. Déjà, je vous dirais que les prix de l'énergie anticipaient ou du moins montraient une certaine nervosité par rapport à la situation en Europe. Mais voyez que, ici, je vous montre le pétrole Brent qui a continué de progresser à des niveaux très, très élevés, en fait, qu'on n'avait pas vu depuis 2014. Denrées alimentaires également, une poussée supplémentaire étant donné que ce sont de grands producteurs de grains notamment. Donc, vraiment, deux chocs qui ont fait prolonger. Les économistes s'attendaient à un certain plafond en début d'année quant à l'inflation. Puis là, on a eu une poussée assez importante par la suite qui a amené des conséquences dont on parlera. Mais parlons aussi des problèmes à la chaîne d'approvisionnement. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais on le savait dès le début de l'année que la politique de COVID-0 en Chine représentait un risque à la chaîne d'approvisionnement mondiale. Et ce risque-là s'est matérialisé. Heureusement, les mesures se sont assouplies récemment. On demeure optimiste que les pressions sur la chaîne d'approvisionnement vont baisser un petit peu. Mais déjà hier, il y avait encore des nouvelles de Shanghai, des cas qui apparaissaient. Donc, encore un risque pour le reste de l'année. Donc, dans un contexte comme celui-là où l'inflation, oui, a monté fortement, il y a des raisons d'être. Les risques de sécession. Oui, pardon. C'est plus facile à dire que l'internalisation des externalités, mais mais tout ça pour dire, donc, les risques de récession perçus par les investisseurs ont monté. On parle beaucoup plus de récession. Ceux qui sont un peu plus jeunes n'ont pas connu ce type de récession-là. Mais si on regarde là, depuis 1960, dans les pays du G7, les causes de récession, la principale cause a été des politiques monétaires restrictives et des chocs de prix pétroliers. Donc, gardons ça en tête. C'est normal qu'on soit nerveux. On est revenu dans un environnement où c'est le risque principal à la situation. Je vous montre l'évolution de l'anticipation de marché du taux directeur juste avant l'invasion en Russie. Donc, 23 février, Canada, États-Unis, le taux directeur anticipé par le marché à la fin de l'année n'était pas plus de 2 au 13 juin, ça a culminé donc à des niveaux là, plus près de 4 du côté des États-Unis, un petit peu plus bas au Canada. Ça s'est diminué au cours des 3 dernières semaines, mais ça reste tout un choc de taux d'intérêt au niveau de la politique monétaire qui aura des répercussions sur la croissance économique. Donc, je vous montre l'évolution ici. Là, c'est un petit truc d'économiste, de prévisionniste. Plutôt que de montrer mes erreurs de prévision, je vous montre le consensus des économistes, l'évolution dans le temps. Donc, vous voyez qu'aux États-Unis, donc c'est l'anticipation de l'inflation dans le temps depuis 2021 pour 2022. Vous voyez là que ça a continué de s'accélérer, les révisions à la hausse sur l'inflation et des révisions à la baisse sur la croissance économique aux États-Unis de façon importante. Donc, vraiment un choc stagflationniste, un choc d'offres, qu'on le voit bien pour l'économie américaine. Côté de l'économie canadienne, même une accélération similaire de l'inflation à des niveaux un petit peu plus bas, mais une résilience quant aux prévisions économiques jusqu'à présent. Donc, pourquoi une certaine résilience? Puis, pour moi, c'est un choc négatif aussi pour le Canada, mais il y a quand même, sur une base relative, des raisons d'être un peu plus optimiste pour le Canada. C'est le profil tellement similaire des exportations canadiennes par rapport aux exportations russes. Donc, on bénéficie des sanctions russes. Si on regarde les 10 principales exportations de la Russie, en fait, 7 des 10 sont dans notre top 10 à nous aussi. Donc, vraiment, cette similitude fait en sorte que
on en profite. Prix des matières premières libellées en dollars canadiens atteignent des niveaux records. Dollar canadien qui est étrangement faible d'ailleurs compte tenu du contexte, fait en sorte que pour les producteurs locaux, c'est la manne, là. Donc vraiment des profits assez intéressants qui stimulent des investissements également. Et indirectement, des finances publiques avec un PIB nominal qui est la meilleure performance dans tout le pays du G7 depuis la pandémie, fait en sorte que les finances publiques s'améliorent de façon très, très rapide. Donc, on a des gouvernements qui ont une tentation de stimuler l'économie, compenser les ménages avec pour l'inflation, par exemple. Donc, des raisons qui nous permettent d'être relativement optimistes pour la croissance dans le contexte actuel. L'autre élément qui différencie quand même en Amérique du Nord, Canada et États-Unis, c'est à peu près la même chose, mais vraiment au niveau de ce qui s'est passé au niveau du revenu disponible, où on a surcompensé les ménages pour les pertes de revenus enregistrées sur le marché du travail, fait en sorte que le taux d'épargne a été très élevé, un excès d'épargne substantiel a été accumulé. Ça permet quand même d'être optimiste que cela est utile pour absorber le choc du pouvoir d'achat et le choc d'intérêt qui s'en vient. C'était vraiment intéressant de voir les données qui contrastaient au premier trimestre au Canada, où la rémunération des travailleurs a enregistré sa plus forte croissance depuis 1981 sur une base trimestrielle, à l'exception du rebond post-pandémique. Donc, tout un rebond de la rémunération qui arrive à un bon moment d'une certaine façon, pour absorber ce choc-là. De l'autre côté, qui préoccupe les banques centrales quant à un désancrage de l'inflation, parce que c'était des pressions salariales quand même importantes. Donc, oui, on est dans un environnement de hausse de taux. Je vous parle de risque à la croissance économique, mais pour nous, la Banque du Canada devrait y aller avec 75 autres points de base à la prochaine rencontre. Terminer l'année à un taux à peu près de 3,25. Écoutez, les données de juin, parce que là, on parle vraiment beaucoup de récession, mais les données de juin de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes nous montraient encore une économie clairement en surchauffe. Quand on demande c'est quoi leur plus grande préoccupation pour leur production, vous voyez ligne bleue, demande intérieure insuffisante était à son plus bas niveau en tant que préoccupation à ce moment-ci. Pénurie de travailleurs demeurait à des sommets, que ce soit qualifié, je vous aurais montré non qualifié, c'est le même portrait. Et la pénurie d'intrants qui se résorbe un peu, mais qui demeure une préoccupation dans le contexte actuel. Donc vraiment, mes demandes domestiques qui demeurent extrêmement fortes, perçues par les petites et moyennes entreprises. Donc oui, des hausses de taux, oui, il faut encore calmer. Ceci dit, c'est pas toute l'inflation qu'on voit actuellement qui est due à la surchauffe de l'économie domestique. Il y a une grosse portion qui est importée à mes yeux, qui est survenue aussi au même moment où le marché du travail était très serré et les travailleurs avaient un pouvoir de négo pour aller chercher des hausses de salaire. Donc, gardons ça en tête. Donc oui, choc de paiement qui préoccupe au Canada. Moi, ça me préoccupe un peu moins quand on regarde le détail des données. On a fait beaucoup de travail pour vraiment essayer de calculer qu'est-ce que ça représente en pourcentage du revenu disponible, l'augmentation des taux d'intérêt sur l'endettement que les ménages avaient à la fin de l'année 2021. Et donc oui, on arrive à environ, dépendamment des scénarios là, de taux d'intérêt qu'on utilise, celui que je vous ai décrit, entre 3 et 4 dixièmes du revenu disponible en 2020. C'est significatif, mais gérable. C'est sûr que pour certains ménages, particulièrement ceux à taux variable, vous voyez que dans le fond, les marges de crédit, c'est une grosse proportion du choc en 2022 parce que c'est à taux variable. Et les hypothèques à taux variable, paiement ajustable. Il y a des gens qui l'oublient. 65% des hypothèques au Canada à taux variable ont en fait un paiement fixe. Donc, c'est vraiment à la fin du terme que tout est réajusté pour respecter sa cédule d'amortissement. Donc, ça prend du temps avant qu'il y ait une transmission de politique monétaire via les finances personnelles. Donc, gardons ça en tête. Ça prend 5 ans, dans le fond, pour renouveler tout le portefeuille de crédit relié au taux d'intérêt. Donc, gardons ça en tête. Pour ce qui est du choc de paiement, oui, ça va ralentir la consommation. On a une décroissance quand même relativement faible au cours des 12 prochains mois, mais pas un choc qui amène nécessairement l'économie en récession. Ceci dit, pour ce qui est de l'immobilier, gardons en tête que c'est l'acheteur marginal qui supporte les valorisations actuellement. Donc, lui se fait frapper par des hausses substantielles de taux d'intérêt que vous voyez, le taux 5 ans fixe qui atteint des niveaux qu'on n'a pas vus, je pense, depuis le début des années, depuis au moins une décennie, donc avant proche de la grande crise financière. Si on vous a calculé un indice de pouvoir d'achat taux fixe 5 ans, bien, la perte de pouvoir d'achat par rapport à 2021, par rapport à maintenant, c'est une baisse d'à peu près 20% de pouvoir d'achat, le relèvement des taux d'intérêt.
Pendant ce temps-là, les prix des maisons ont divergé. Une des raisons, les gens sont allés un peu plus dans le variable, ont gardé du pouvoir d'achat temporairement. Donc, vraiment, on est dans un contexte où vraiment, oui, il y a des pressions sur le secteur immobilier, notamment au niveau des valorisations. Oui, je pense que même si le marché du travail tient le coup, des baisses de prix des maisons sont inévitables. On niche autour de 10% à ce moment-ci. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'on s'en va dans une catastrophe à l'américaine de 2006-2008? J'ai des réserves. Ce n'est pas une raison de laxisme quant aux critères d'octroi de crédit comme qu'on avait vu aux États-Unis en 2006-2008. On n'a pas eu un excès de construction par rapport aux besoins démographiques. Écoutez, la démographie qu'on observe actuellement, là, c'est bien au-delà de ce qu'on a vu dans les 5 ans avant la crise, qui était la politique d'immigration la plus agressive de tous les pays avancés. Donc, dans un contexte comme celui-là, il va y avoir de la création de ménages. Est-ce que ça va aller plus dans le locatif? Probablement pour un certain temps, et c'est déjà ça qu'on voit dans les données. Donc, dans un contexte comme celui-là, la construction, quand même, devrait tenir le coup. Ceci dit, au niveau des valorisations du marché de l'immobilier, il y a quand même des certaines corrections qui s'en viennent. Donc, voilà les risques. Choc de paiement qui nous intéresse dans le contexte actuel, l'immobilier. Donc, on sait la situation qu'on suit. Pour l'instant, notre scénario de base n'est pas une récession, mais clairement, notre niveau de stress, je peux vous le dire, a monté d'un cran. La probabilité qu'on accorde à une récession a monté à ce moment-ci. Mais je pense qu'avec le pragmatisme, les banques centrales, voyant l'inflation modérée à nos yeux au cours des prochains mois, une économie un peu plus chancelante, vont peut-être réduire leur ardeur pour calmer la situation. Surtout que les conditions financières se sont détériorées beaucoup. Les écarts de crédit se sont élargis. Il y a beaucoup de... Puis ça se reflète sur les coûts d'emprunt aussi. Donc, merci pour votre attention. Je vais passer la parole à mes collègues. OK. Merci encore pour l'invitation et l'organisation. Et merci à tous d'être ici. Moi, je vais aborder cette question de la guerre en Ukraine avec un prisme vraiment du côté du commerce international. Et donc, ça va rejoindre en partie la discussion du panel précédent. Et donc, ce que je vais essayer de dire dans les 7 prochaines minutes, et je vais vous le dire maintenant en un slide, comme ça, si j'ai pas le temps, vous aurez l'idée. Je vais d'abord vous parler du commerce international comme source d'exposition à des chocs, et notamment comme une source d'exposition à l'invasion russe en Ukraine. Et donc, si on s'arrêtait là, on pourrait se dire, donc le commerce international, c'est mauvais. Et la deuxième partie, ça va être dire, non, en fait, le commerce international, c'est également un outil de résilience et qui nous permet d'affronter ce choc et qui permet aux économies les plus touchées d'être résilients par rapport à ce choc. Et enfin, je voudrais terminer, comme on l'a dit, les crises sont des vecteurs de changement. Et donc, je voudrais proposer à la fin une piste d'idées sur un concept qui est discuté en ce moment d'écologie de guerre, en parallèle avec l'économie de guerre, et qui cadre très bien avec les problématiques liées à la guerre en Ukraine. Donc, qu'est-ce que c'est l'exposition directe? L'Ukraine, c'est avant tout, et la Russie, c'est deux acteurs majeurs pour la production de céréales et pour la production d'énergie. D'accord. Et donc là, on voit par exemple l'exposition directe en Europe. C'est la dépendance au gaz russe. Le gaz, c'est quelque chose de très géographique, d'accord. Donc, on a du mal à importer du gaz de très loin. Il y a besoin de pipelines et donc on a une dépendance très forte quand on importe de ce pays. Là, vous voyez par exemple que en Allemagne, il y a presque 13% de l'énergie qui est directement du gaz russe. Et donc, on voit une dépendance très forte de ce pays. Après, si on regarde le reste de l'Europe, il y a des pays comme l'Italie qui sont aussi très exposés, mais vous avez des pays comme la France ou encore plus l'Italie ou l'Espagne ou le Portugal qui sont pas du tout exposés à ça. Donc, vous avez une exposition directe qui passe par l'ouverture au commerce et le commerce avec la Russie de biens énergétiques, mais c'est très hétérogène. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le Canada est pas du tout exposé. On n'achète pas de gaz russe, très peu de pétrole russe. Donc, du point de vue du Canada, il n'y a pas d'exposition. Et du point de vue des pays, il y a cette hétérogénéité avec certains pays qui sont très touchés. Du point de vue des céréales, là encore, ça dépend vraiment des pays. Et vous avez effectivement des pays qui sont très, très dépendants des productions de céréales. Ici, je présente les graphiques de dépendance au blé qui est produit soit en Ukraine, soit en Russie. Et vous voyez que vous avez des pays comme la Turquie, l'Égypte, Israël. Si je prends par exemple l'Égypte, vous avez presque 75% du blé consommé en Égypte qui vient soit d'Ukraine, soit de Russie. D'accord. Donc là, on voit qu'il y a un gros enjeu. Si on fait un peu d'histoire et qu'on se rappelle des printemps arabes, une des causes qui est mise en avant pendant les printemps arabes, c'est l'explosion des prix des céréales.
Et donc là, bien sûr, il y a un autre risque, un risque géopolitique qui va être induit par ça. Mais encore une fois, tous les pays ne sont pas touchés. Là, je vous présente ceux qui sont touchés, mais il y a beaucoup d'autres pays qui ne sont pas directement touchés. Les pays européens sont moins directement touchés. Le Canada et les États-Unis sont encore moins directement touchés. D'accord. Donc ça, c'est l'exposition directe. Le commerce, c'est aussi, on sait, un réseau de chaînes d'approvisionnement, de chaînes de valeur qui induit une exposition plus indirecte. Et on sait que les chaînes de valeur participent à la propagation des hausses de prix de matières premières. Et donc, la guerre en Ukraine, elle s'inscrit dans un contexte de forte tension de ces chaînes de valeur. Il y a eu les confinements, il y a eu le Covid, il y a eu les sécheresses aussi qui sont des éléments importants. La sécheresse en Inde, là on voit la sécheresse dans le nord de l'Italie qui rajoute encore à ces tensions sur les prix de l'énergie et sur les prix du blé. Et donc ça, qu'est-ce que c'est les conséquences de cette transmission indirecte des chocs à travers les chaînes de valeur? D'une part, vous avez énormément d'incertitudes sur l'issue du conflit. Est-ce que ça va durer, pas durer? Est-ce que ça va s'étendre au-delà des frontières de l'Ukraine ou est-ce que ça va rester confiné en Ukraine? Comment va varier l'intensité de ce conflit? Donc ça engendre de l'incertitude parce que comme tous les marchés sont reliés directement ou indirectement, ça génère l'incertitude. Et l'autre chose, et on en parle beaucoup en ce moment, on était dans un contexte inflationniste avant la guerre en Ukraine, mais évidemment, la hausse des prix de l'énergie et la hausse des prix alimentaires qui est liée à la guerre en Ukraine va naturellement pousser à augmenter l'inflation et donc participe à l'inflation importée qu'on a au Canada. Et donc, ce qui va se passer en Ukraine va déterminer potentiellement l'évolution des prix, même s'il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. On pourra peut-être en parler après, mais c'est un élément important. Donc, on a cette exposition directe et indirecte à la guerre en Ukraine qui fait peser, qui a des impacts forts et plutôt mauvais sur de nombreux pays, de nombreux pans de l'économie. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le commerce et arrêter de faire du commerce. Et de ce point de vue, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Peut-être que Dalibor, tu viendras dire différemment, mais ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'était il y avait une sorte de consensus autour de ça. Pourquoi? Encore une fois, et ça a déjà été dit, parce que le commerce international, c'est un mécanisme assurantiel. Et en fait, quelque part, c'est une bonne chose que quand il y a un choc en Ukraine, ce choc il soit pas entièrement absorbé uniquement par les pays frontaliers de l'Ukraine. C'est bien que le choc il se dissipe dans le réseau. C'est comme ça que fonctionnent les assurances. Et donc, nous, on subit un peu du choc en Ukraine alors qu'on est très loin de l'Ukraine. Mais si demain, il y a un problème avec les États-Unis, on sait que l'Europe ou que l'Asie sera touchée par ça et ça fait partie du mécanisme assurantiel. Et les flux de commerce internationaux participent de ce mécanisme assurantiel. L'autre raison pour laquelle le commerce peut être un outil de résilience, c'est que le commerce offre des sources de diversification. Et donc là, on peut penser à différentes sources de diversification. Il y a des diversifications au niveau vraiment individuel dans les stratégies de diversification des entreprises, diversification des fournisseurs, etc. Et ensuite, il y a une diversification qui est un peu en amont, qui est au niveau sectoriel. Je vais vous donner un exemple tout simple. Si vous êtes un producteur, vous voulez penser à produire du blé, vous êtes un agriculteur en Allemagne, vous avez besoin d'engrais, et l'engrais a besoin de gaz pour être fabriqué. Et le gaz, il vient de Russie. Donc là, il y a un problème. Donc il y a un premier problème au niveau du producteur d'engrais. Lui, il a deux possibilités. Soit il arrête de produire parce qu'il avait du gaz russe, soit il arrive quand même à s'en sortir un petit peu parce qu'il va faire venir du gaz liquéfié à travers un port en Espagne ou dans les ports qui se construisent en France. Donc ça, c'est une première possibilité de substitution au niveau du producteur d'engrais. Maintenant, si le producteur d'engrais ne parvient pas à produire son engrais, l'agriculteur allemand, il va quand même pouvoir trouver une solution de sortie. Pourquoi? Justement, et je dépasse déjà le temps, parce que il va pouvoir importer l'engrais d'un autre pays. Donc ça m'emmène à cette dimension de résilience et de diversification qu'on a déjà parlé. Du coup, je voudrais juste passer mes derniers 30 secondes sur ce concept d'écologie de guerre. On sait, donc les crises, c'est des vecteurs de changement. C'est des accélérateurs de changement. Pensez au télétravail, par exemple, pendant la Covid et ce que c'est revenu maintenant. Et là, on a une crise en Ukraine qui, à travers ces tensions sur les chaînes de valeur, etc., c'est vraiment beaucoup des tensions sur les prix de l'énergie. Et une des réponses à ça peut être un changement, et c'est pour ça qu'on appelle ça écologie de guerre, parce qu'on peut penser à un changement des comportements à la fois des consommateurs et des entreprises sur l'utilisation de l'énergie. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, et on pourrait utiliser ce levier, cette crise pour développer ça. Dernière chose, dans tous ces contextes de tension, et comme Florian a expliqué avec l'exemple des masques et de la pulpe qui était fabriquée, on a besoin de biens stratégiques.
on a besoin de pouvoir montrer que nous aussi, on a des choses à échanger en face du blé qui coûte trop cher ou des puces qu'on n'arrive pas à avoir, etc. Et ces biens stratégiques-là, il faut qu'on en prenne soin au Canada. Et j'ai l'impression qu'il y a, et je vais finir là-dessus, parce que c'est un point qui est important, qui est jamais discuté, c'est qu'un des biens stratégiques, quand on voit toutes les sécheresses qu'il y a partout, c'est l'eau. D'accord? Et au Québec, on a énormément d'eau. Et je suis toujours étonné de voir à quel point ce bien-là, qui est juste le bien qui va être le plus demandé dans les 20 prochaines années, est absolument pas considéré, le gaspillage qu'il y a par rapport à ça. Et donc, quand on pense à ces chaînes de valeur, à ces tensions, à ces négociations, il faut penser à ces biens stratégiques, en particulier l'eau. Bon, merci. Bon, merci pour l'invitation et l'organisation. Donc, j'ai 2 difficultés. Parler devant le micro, puis rester sur place, pas regarder. En tout cas, je vais essayer de faire mon possible, mais je suis sûr que tu vas me rappeler à l'ordre si ça se passe pas bien. Donc, je suis ici pour parler de l'incertitude. Donc, on a parlé beaucoup, on dit, bon, il y a une guerre, il y a ci, il y a la COVID, donc ça augmente l'incertitude, mais aussi la notion du risque. Donc, il faut vraiment bien distinguer les deux, là, parce que c'est des concepts. C'est-à-dire, quand il y a de l'incertitude, il y a aussi du risque, mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. C'est penser à la COVID. Quand ça a commencé, on parlait vraiment de l'incertitude parce qu'on ne savait pas ce qui nous arrivait. On lavait notre épicerie, n'est-ce pas, en arrivant à la maison. Là, il n'y a pas de problème. Il y a, je ne sais pas combien de cas, parfait, on continue à s'embrasser, à sortir. Parce que là, on gère le risque, n'est-ce pas? Donc, ça c'est les grosses questions. Parce que quand il y a du risque, il y a de l'arbitrage qu'on peut faire. Quand il y a de l'incertitude, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on ne fait rien. On attend de voir quels sont les états de nature qui vont se réaliser. Donc, c'est un peu ça mon objectif, de parler comment est-ce qu'on mesure. Donc, déjà faire la distinction entre les deux. Si on veut parler de l'incertitude, comment est-ce qu'on la mesure? Parce que c'est pas quelque chose qui est observable. Okay? Donc, on peut pas regarder autour de nous et dire, bon, ben, l'environnement est plus ou moins incertain. Donc, il faut le mesurer. Donc, il faut faire de l'inférence. Et quand on choisit de différentes façons de le mesurer, ben, on risque d'obtenir aussi de différents résultats. Puis, par la suite, parler, est-ce qu'il y a des effets économiques? Donc, est-ce qu'il faut s'alarmer lorsqu'il y a de l'incertitude ou des chocs d'incertitude? Et quels sont les effets attendus? OK? Voilà. Donc, la définition, bon, ben, sans surprise, donc, c'est un environnement où les perspectives économiques sont un peu plus difficiles à prévoir. Donc, la façon qu'on aperçoit l'incertitude, c'est vraiment un problème de prévision. N'est-ce pas? Donc, la plupart des décisions qu'on prend aujourd'hui auront comme une conséquence dans le futur. N'est-ce pas? Puis c'est ça qu'on essaie de prévoir. Et l'incertitude, c'est un environnement où on n'arrive pas à correctement prévoir ou avec précision les conséquences de nos décisions d'aujourd'hui. OK? Donc, c'est là que la définition de Knight est beaucoup utilisée. Donc, qui lui distingue vraiment le risque de l'incertitude. Le risque, c'est quand vous jouez à une loterie. Hein, je vous dis, bon, ben, vous tournez à gauche, il y a telle probabilité qu'il arrive telle chose. Vous tournez à droite, bien, il y a une autre probabilité avec une autre chose. Puis là, vous êtes capable, vous avez assez d'informations de calculer, bon, quelle décision je devrais prendre. L'incertitude, bien, vous connaissez pas les probabilités. OK? Vous n'avez pas assez d'informations pour les connaître. Mais éventuellement, cette incertitude s'estompe, puis ça devient du risque. Okay? Donc, l'exemple de la COVID là, est parfait de ce point de vue-là. Maintenant, les sources d'incertitude. Donc, pourquoi est-ce qu'on a de l'incertitude qui augmente? Okay? Donc, parce que là, on va voir des figures là où on a différentes mesures d'incertitude à travers le temps. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des épisodes plus incertains? Ben, c'est souvent des chocs négatifs, hein, parce que c'est rare qu'on a un choc positif qui crée de l'incertitude. Donc, c'est des chocs négatifs d'offres et de demandes. Donc, on peut parler des hausses des prix de pétrole, des guerres qui affectent l'offre des produits de base. Ce n'est pas toutes les guerres qui nous intéressent. C'est seulement certaines guerres là, qui nous ont causé de l'incertitude. Il y a la COVID. Et du côté de la demande, bon, des récessions qui peuvent se produire pour toutes sortes de raisons, des éclatements de bulles immobilières, la hausse des taux d'intérêt, comme Mathieu disait. Puis aussi de l'instabilité financière, hein, qui a causé quand même une crise globale en 2008, mais qui était également un gros épisode là, d'incertitude. Donc, ça, c'est la définition. Maintenant, pour ce qui est des mesures, donc c'est ça. Donc, c'est pas observable. Donc, comment est-ce qu'on les mesure? Donc là, vous pouvez regarder, vous pouvez chercher sur Google, puis vous tomberez sur beaucoup de mesures d'incertitude. Les plus populaires sont ici. Donc, il y a l'incertitude macroéconomique qui a été proposée par Jurado Ludvigson-Eng en 2015, qui est basée sur la prévision. Okay? Donc, on dit, quand les erreurs de prévision varient beaucoup, okay? Donc, quand on se trompe soudainement beaucoup dans nos prévisions, ben c'est là les moments incertains.
OK? Donc, comment est-ce qu'on va produire cette mesure-là? Bien, on va essayer de prévoir un tas de variables macroéconomiques et financières. On va estimer les processus de volatilité stochastique des erreurs de prévision dans chacun de ces problèmes de prévision-là. Okay? Donc, supposons que je vous demande quelles sont les variables normalement que vous regardez dans le futur. Okay? Puis, donnez-moi vos prévisions. Puis là, on va essayer d'identifier quand est-ce que la variance de ces prévisions, dans les erreurs de prévision, augmente. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on va la construire, la mesure. Okay? Donc, c'est exactement ce qu'ils font. L'autre façon, c'est proposé par Baker, Bloom et Davis. Donc là, on regarde l'incertitude à propos des politiques économiques. Puis là, on fait de l'analyse de texte. Okay? Donc là, on se tourne vers les journaux. Puis on compte, essentiellement, on compte le nombre de certains mots-clés qui sont associés au concept d'incertitude. Puis on regarde la prévalence de ces mots-là à travers le temps. Donc, quand est-ce que dans les journaux, on parle beaucoup plus d'incertitude que d'autres moments. Donc là, vous voyez que je vous dis, c'est clairement des mesures imparfaites, hein, parce qu'on peut tout de suite penser à d'autres sources qui ne sont pas considérées dans la façon que c'est mesuré. On peut regarder aussi la volatilité sur les marchés financiers. Okay? Là, le problème, c'est surtout le risque, hein, parce que sur les marchés financiers, il y a de l'arbitrage, n'est-ce pas? Et donc, dès qu'on peut mettre un prix sur un risque, ben, on ne parle plus d'incertitude. Okay? Donc, faut faire attention de ne pas trop souvent utiliser les mesures de marché financier pour interpréter ça comme de l'incertitude. Aussi pour les récessions, parce que si vous regardez l'historique des récessions, par exemple aux États-Unis, ben, les marchés financiers ont prévu 13 des 8 dernières récessions. Okay? Donc, il ne faut absolument pas se fier sur les marchés financiers pour prévoir la récession. Okay? Parce que vous en aurez toujours. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Donc, il y a aussi la dispersion. Donc, on peut regarder les prévisionnistes du secteur privé, hein, parce que là, on a un panel. Donc, souvent, on regarde seulement la moyenne ou la médiane de ce que les prévisionnistes proposent, mais on peut aussi regarder la dispersion. Et donc, si on se rend compte que soudainement, il y a beaucoup de variabilité dans les prévisions faites par le secteur privé, bien, souvent, c'est associé à des épisodes d'incertitude. Okay? Puis, on peut regarder aussi des indices de confiance, etc. Pour ce qui est des effets, donc, ce que la littérature, du moins, s'entend en dire, c'est que lorsqu'il y a des chocs d'incertitude, donc des chocs, bien entendu, non anticipés d'incertitude, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, du côté de l'offre, les entreprises diminuent la cadence au niveau des embauches, au niveau de la production. Les consommateurs font la même chose de leur côté. Les marchés financiers, les institutions financières commencent à ralentir aussi les prêts, etc. Parce que c'est de l'incertitude, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas faire de l'arbitrage, à moins qu'il y ait un marché vraiment pour l'incertitude, mais autrement, je ne peux pas faire de l'arbitrage. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ralentis. J'attends de voir qu'est-ce qui va se réaliser au final. Et si ce mouvement-là est assez généralisé dans une économie, bien, ça pourrait nous amener à une période de récession ou autre. OK? Bon, ce que je viens de dire, c'est appuyé par des travaux. Donc, c'est ce qu'on trouve là, dans la recherche. Donc, juste pour finir avec quelques mesures actuelles de l'incertitude. Donc, VIX, ben ça c'est la volatilité des marchés financiers. Donc là, vous voyez que il y a eu une très grande hausse d'incertitude. Ça, je pense que si je peux utiliser ça. Pointeur laser. Voilà. Ici, il y a quelque chose qui se passe. Il y a la COVID. Bon, la guerre en Ukraine ne semble pas générer énormément de risques ou d'incertitudes sur les marchés financiers américains. Ici, ce qu'on voit, c'est l'indicateur d'incertitude donc sur les politiques économiques. Donc, ça, c'est l'indicateur basé sur les journaux américains. Ça, c'est l'indicateur basé sur les journaux en Grande-Bretagne. Puis là, ben, on voit qu'il y a beaucoup plus, ça rejoint un peu la discussion d'avant, plus qu'on est proche d'une zone de guerre, ben, plus il y a potentiellement de l'incertitude. Donc, on le voit ici. Si on regarde les mesures d'incertitude macroéconomique, le problème, c'est qu'ils sont pas à jour. Ils sont à jour, mais ça prend beaucoup de temps à les mettre à jour. Pourquoi? Parce que les données macroéconomiques sont révisées. Okay? Puis sont aussi beaucoup disponibles seulement avec un retard de plusieurs mois. Et donc, on peut pas les mettre à jour aussi rapidement que d'autres. Donc, on verra si la situation actuelle va se retrouver dans la mesure d'incertitude macroéconomique. Nous, on le fait aussi à la chaire de macro.
à l'UQAM. Donc, ça, c'est pour le Canada, puis on a aussi des mesures pour le Québec, mais c'est encore trop tôt là, pour savoir ce qui se passe. Par exemple, on peut regarder au moins du côté des prix. Donc, il y a une incertitude qui est associée, n'est-ce pas, à l'évolution des prix. Puis ça, c'est pas surprenant. Ça, c'est basé sur les prévisions. Et donc, comme on s'entendait pas à ce que les prix augmentent aussi dans les dernières années, ben, ça crée une incertitude qui est associée au secteur des prix. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Puis là, j'ai oublié complètement de te contredire, mais là, je me rappelle plus, c'était comme, c'est bon. Ok, bah merci beaucoup à tous les trois. Peut-être avant de prendre des questions, je pourrais, je sais pas, vous demander ouvrir la discussion sur le thème qui, je pense, est vraiment commun aux trois présentations, qui est l'inflation. Je pense que dans tout ce que vous avez dit, on voit que indépendamment du choc de la guerre en Ukraine, on aurait une inflation qui serait élevée. Donc la guerre en Ukraine ajoute à cette inflation, mais même sans ça, on aurait une inflation qui sans doute serait peut-être à 5-6%. Et ça, c'est en plus une raison de penser que l'inflation va perdurer en 2023. Et donc, j'aimerais savoir un peu ce que ça nous dit en termes de scénario de politique monétaire. Donc, est-ce que ça veut dire que potentiellement les banques centrales vont se dire notre inflation cible aussi, il faut la réviser. L'inflation, elle est là durablement plus élevée que nos anciennes cibles à 2%. Et donc, qu'est-ce que ça va faire après en termes d'ajustement des taux? Donc, c'est une question assez générale, mais écoutez, je ne sais pas qui veut se lancer. Comment ça marche? Non? Ah non? OK, il faut juste parler. Bon, c'est bon. Ben, puisque tu me regardais, tiens. Puis tu peux avancer mes slides aussi. Tout est orchestré. Alors. Attends un peu. Attends, reviens un petit peu. Excuse-moi. Oui, voilà, c'est bon. Donc, si on regarde le panel de gauche, donc ça, c'est l'inflation américaine telle que mesurée par l'IPC en glissement annuel. Okay, donc, je précise, l'IPC en glissement annuel. Si je vous montrais de l'inflation mensuelle, on ne verra pas grand-chose. Si je vous montre un glissement annuel, tout devient pas mal plus facile à voir, mais on crée énormément d'autocorrélation. Okay, donc, je vais y revenir. Donc, ça, c'est depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui. On a déjà eu des périodes avec de l'inflation très élevée. Puis, on a eu une période de l'inflation assez stable et basse depuis la fin des années 80, début des années 90. OK? Donc, et puis, il y a eu déjà une très grande discussion au niveau de la cause. Donc, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à un niveau d'inflation stable et bas? Des banquiers centraux vont vous dire c'est à cause de la politique monétaire. D'autres vous diront on était chanceux. OK? Donc, là, moi, j'ai aucune idée, là. Personne ne sait exactement. Mais là, je veux dire, on est en train de quitter, on a l'impression d'être en train de quitter le régime de stabilité. Donc, ça, c'est pour répondre. Ça, c'est juste donner un aperçu historique. Donc, faut pas être très surpris de l'inflation si on regarde 30, 40, 50 dernières années en avant. Maintenant, combien de temps ça va prendre avant que cette inflation-là baisse? C'est clair que ça baissera pas à 2% en 2023. C'est jamais arrivé. Donc là, je parle de l'autocorrélation. Ça veut dire que les prix prennent du temps à s'ajuster. Donc, les entreprises ne vont pas déjà, ça leur prend du temps à monter les prix, mais ça leur prend aussi du temps à baisser les prix. Puis cette autocorrélation-là, elle est quand même très forte, là. Donc, même s'il n'y a pas d'autres chocs qui nous affectent, ça va quand même prendre du temps avant qu'on retrouve les niveaux précédents. Mais la grosse question, c'est quelles sont les anticipations inflationnistes. Okay? Puis là, les anticipations, ils commencent à monter. Donc, si on était à début de l'année, les gens, ils prévoyaient, les gens à qui on posait la question, croyaient quand même que d'ici 1 an et demi, 2 ans, on va retourner à la cible de la banque centrale. Le problème qui va se poser pour la Banque centrale, c'est si les gens commencent à croire qu'on ne va pas se retrouver à cette cible-là, et aussi quand on va négocier les salaires. Donc, s'il y a une inflation qui vient des salaires. Maintenant, qu'est-ce que la banque peut faire? Mais ça dépend, est-ce que c'est un choc d'offre ou un choc de demande? Si c'est un choc d'offre, on ne fait rien. Si c'est un choc de demande, on hausse les taux. Puis, il s'avère que les chocs qui nous ont frappés, au mieux, c'est une combinaison des deux chocs. Donc, d'où la difficulté pour la banque de savoir exactement quoi faire.
puis augmenter la cible, ben, c'est sûr que si tout le monde pense que l'inflation va rester à 4%, ben, la banque n'aura pas le choix peut-être d'hausser la cible. Ouais, je vais laisser après la parole. Juste un petit truc sur ces anticipations. Parce que moi, j'avais des très fortes hausses anticipations d'inflation il y a un an. Et là, c'est redescendu un peu. Je vais juste expliquer le raisonnement. C'est qu'il y a eu une énorme demande qui a été vers les biens, des services vers les biens pendant la pandémie. On ne pouvait plus consommer de services, on ne pouvait plus aller dans les restaurants, on ne pouvait plus voyager. Donc, il y a une énorme demande pour les biens. Et ça explique en partie les tensions sur les chaînes de valeur. Vous avez une énorme demande sur les biens. Et là, cette demande, elle ralentit. Les taux d'intérêt augmentent, l'inflation augmente, les gens ils commencent à moins consommer. Et en face de ça, vous avez des entreprises qui, pour répondre à cette demande, ont augmenté leur capacité de production. Elles font plus de stock, mais elles augmentent aussi leur capacité de production. Sauf qu'elles vont arriver avec du retard. Donc, elles vont arriver avec tout un tas de stocks et tout un tas de capacités de production à un moment où on n'aura plus le même niveau de demande. Et donc ça, pour moi, ça va avoir une pression à la baisse sur les prix. Pensez aux masques, par exemple. Quand on a dit qu'il faut absolument construire des masques, ça a pris 8 mois à ce qu'on construise des masques. Et maintenant, on a des usines de masques en Europe ou en Amérique du Nord qui ferment juste parce qu'on a trop de capacité de masques. Finalement, pendant 6 semaines ou 4 semaines, on a manqué de masques. Mais ensuite, c'est revenu. Donc, et ça, à un niveau plus général, vous avez cette hausse des capacités de production qui va, à mon avis, venir un peu ralentir à l'inflation. Après, il peut se passer plein d'autres choses. Donc, je laisse les prévisionnistes prévoir. Oui, je vais parler dans le micro. Ben, je suis un peu d'accord avec vous deux. C'est bizarre parce que c'est deux visions quand même un peu différentes. Je pense que de notre côté, déjà, ce qu'on voit au cours des dernières semaines, c'est vraiment le prix des matières premières qui baisse de façon importante avec le ralentissement mondial, notamment les métaux. Ce qui se passe, prix de l'énergie, ça se fait rapidement. Ça pourrait quand même avoir un impact assez rapidement sur l'indice, l'indice total d'inflation. L'alimentation commence à baisser un peu à des niveaux très élevés, mais c'est avec un délai de, moi, ce que je calcule, à peu près 7-8 mois sur le panier de consommation sur une base historique. Donc, ce qu'on voit comme inflation dans le panier de consommation, c'est les hausses d'il y a 7-8 mois. Donc, puis ce qu'on voit, c'est que l'effet année sur année est tend à descendre. Donc, vraiment, là, pour une vision, donc, je suis assez confiant d'une modération. Je pense que, puis, sur 12 mois, si le pétrole, nous, on le voit autour de 100 $ avec l'économie mondiale, je pense que l'économie européenne n'évitera pas une récession en deuxième moitié d'année. Plusieurs pays, quand on parle, je regardais des pays où la facture alimentaire peut représenter 40, 50, 60% du panier de consommation. Ça va être tout un choc aussi, même des crises humanitaires dans certains cas. Je vois mal comment les prix des matières premières ne peuvent pas baisser avec ce ralentissement-là. Donc, au niveau de l'inflation totale, je ne serais pas surpris de voir même près de zéro sur 12 mois en 2023. Ceci dit, l'inflation de base, elle, va être persistante. Donc, on l'a vu. Les attentes d'inflation, ils ont monté d'un cran. Par contre, les ménages, là, au départ, moi, quand je faisais mes cours d'économie, je trouvais que les modèles ont regardé l'inflation de la dernière année comme prévision de la prochaine année. On le sent que c'est vraiment ça. L'anticipation, c'est que ça persiste toujours pour les 12 prochains mois. Par contre, je pense pas que les banques centrales ont perdu la confiance quand on regarde à plus long terme. Quand on regarde de 3 à 5 ans, l'anticipation auprès des entreprises, des ménages. Donc, à court terme, les agents pensent que ça va rester. À plus long terme, on a confiance que la Banque centrale a encore le contrôle. D'ailleurs, elle a durci le ton pour garder cette confiance-là. Sur les marchés financiers, c'est étonnant. Aux États-Unis, on est revenu à 5 ans dans 5 ans. Souvent, on regarde ça, dire c'est quoi les anticipations d'inflation de marché. Là, pas des 5 ans, là, vraiment à long terme. On est revenu à 2% sur l'inflation. C'est même trop bas parce que leur cible, c'est le dégonfleur de la consommation qui est tout le temps 5 dixièmes plus bas. Donc, c'est même peut-être un petit peu plus bas que ce qu'elle désirait à long terme. Là. Donc, gardons ça en tête. Je pense qu'on vit quelque chose d'extraordinaire. Ça va avoir de la persistance sur l'inflation de base, celle domestique. Mais moi, je m'attends quand même à une modération dans le contexte que je vous ai décrit. Là. Ok, merci. Merci d'avoir donné aussi des raisons d'être optimiste. Est-ce qu'on peut prendre des questions? Est-ce qu'on a suffisamment de temps pour le faire? Alors, si quelqu'un a une question, parfait. Juste, je vais donner à madame qui est en premier. Bonjour. Je me demandais, est-ce que vous pouvez commenter aussi par rapport à la pénurie de main-d'œuvre et à la peut-être facilité qu'auront les gens à négocier des salaires plus élevés, là, donc l'impact un peu boule de neige sur l'inflation?
Étienne, vas-y. C'est lui le spécialiste. Oui, non, c'est vrai que c'est peut-être une question qui s'adresserait plus à moi dans ce cas. Donc, à nouveau, indépendamment de la situation qu'on vit là ces derniers mois, on est dans une situation qui est extrêmement tendue sur le marché du travail, qui est favorable aux travailleurs en termes de demander exactement des augmentations de salaire, réclamer des conditions plus favorables. Donc ça, je pense qu'il y a des pressions très fortes sur les salaires. Je connais bien ce qui se passe sur le marché du travail américain et on voit vraiment des progressions très fortes dans de très nombreux secteurs. Donc ces pressions, c'est pareil, elles sont là. Je pense que j'aurais peu de choses optimistes à dire en la matière parce que je pense que les prix, on risque d'être dans cette spirale où les prix créent une incitation à demander encore plus d'inflation. Donc ça augmente les coûts des entreprises qui elles-mêmes répercutent une partie de ces augmentations sur leurs prix. Donc ça, c'est un risque. Au Canada, est-ce que ce risque est aussi fort? Il l'est peut-être un peu moins parce que les salaires réagissent un petit peu moins que ce qu'on voit aux États-Unis. Donc je pense dans les choses qui sont intéressantes à regarder, c'est comment est-ce que ces ajustements de salaires se font? Est-ce qu'il y a beaucoup de salaires, par exemple, beaucoup de salariés qui sont couverts par des syndicats? C'est le cas ici au Québec, beaucoup plus que ça ne l'est aux États-Unis. Donc ça joue dans la mécanique de ces ajustements. Donc voilà, voilà ce que je peux dire sur. Enfin, il y a un risque de spirale, quoi. Mais c'est exactement aussi le lien avec la cible. La cible est quand même en fonction du taux de chômage. Si on est dans un environnement, puis là on a un choc démographique aussi qui a frappé. Il nous le disait depuis longtemps, là, mais on le vit, puis a été aussi provoqué encore plus là, par la pandémie. Donc, si on a des taux de chômage aussi bas, c'est peut-être pas possible de garder la cible d'inflation à 2%. Et si on croit à la courbe de Phillips, qu'on nous a enseigné dans différents cours, mais plus bas est le taux de chômage, plus élevé est l'inflation. Et donc, c'est pour ça que je ne serais pas surpris qu'on monte la cible de 2%. Oui, j'avais une question sur le risque de récession dont vous avez parlé à un certain moment, en particulier aux États-Unis. Est-ce que dans vos hypothèses ou dans vos calculs, vous intégrez ce qu'on appelle en anglais le wealth effect, c'est-à-dire l'effet de richesse? Parce qu'il faut voir une chose quand même, c'est que la chute du marché actuel aux États-Unis a retiré à peu près 8 trillions de dollars de la richesse des gens qui étaient... Et aux États-Unis, il y a beaucoup de monde qui dépend du marché. Le Bitcoin, à lui tout seul, a retiré 5 trillions de dollars. Je compare ça, par exemple, aux 8 trillions de dollars, qui est le total du bilan de la Banque centrale. C'est des montants considérables. Ça crée de l'incertitude chez les gens qui ont perdu de l'argent, bien sûr. Est-ce que vous intégrez ce facteur dans vos prévisions de récession? Parce que je suppose que ces gens-là vont peut-être moins consommer ou s'affoler. Beaucoup ont pris des retraites anticipées, puis maintenant se retrouvent sans la richesse sur laquelle ils comptaient, etc. Bon, parce que c'est un peu de la façon que je l'ai fait ou que dans l'académie qu'on le fait, on essaye d'expliquer ou de prévoir les anciennes récessions avec de l'information qu'on avait dans notre disponibilité au moment où ces récessions-là se sont produites. Des mesures de richesse ont déjà été utilisées dans ces modèles et habituellement, ils n'aidaient pas à la prévision des probabilités de récession. Donc, si on se base sur les modèles qui ont déjà fonctionné sur quelques récessions, puis encore, les récessions, c'est des événements rares. Donc, là, on essaie d'entraîner les modèles sur 7-8 épisodes depuis les années 50. Donc, c'est assez petit comme échantillon. Et donc, si on se fie à ces modèles-là, pour la prochaine année, la probabilité de récession aux États-Unis est de 5%. Okay? Maintenant, on pourrait évoquer d'autres hypothèses, d'autres idées, mais on ne peut pas les valider, n'est-ce pas? Donc, même des modèles beaucoup plus sophistiqués basés sur l'apprentissage automatique vont donner des probabilités de récession actuellement d'à peu près 30%. Puis c'est le sondage, Éric Girard a parlé de 30% ou de 1/3, mais ça vient des sondages qu'on fait auprès des prévisionnistes du secteur privé, etc. Donc, pour l'instant, basé sur l'historique, du moins certain historique, les probabilités sont faibles, mais on parle plutôt des probabilités subjectives actuellement.
pense que c'était une bonne réponse. Merci. J'ajouterais peut-être que, effectivement, il y a eu une hausse rapide, baisse rapide de la richesse. Est-ce que vraiment les comportements ont changé dans un court laps de temps? C'est sûr que la richesse, quand même, est concentrée aussi des marchés financiers, peut-être moins qu'ici. Ben, quand même, un peu. Oui, mais au niveau des quintiles de revenus, quand même, il y a plus d'épargne chez les mieux nantis qui ont une élasticité aux revenus qui est plus basse. Donc je pense que il faut qu'il se passe d'autres choses pour que ça enclenche une récession que ce qui se passe. D'ailleurs, la bulle techno qui avait éclaté 2001, oui, il y a eu une récession aux États-Unis, quand même douce, mais il a fallu qu'on voit l'investissement et l'emploi péricliter. Je vous invite à suivre les indicateurs. On a commencé à sortir un dashboard. Oui, les indicateurs financiers, la pente des taux qui historiquement a été suivie pour donner des probabilités, prix du cuivre qu'on suit, mais il y a aussi, ce qui est un peu préoccupant à ce moment-ci, c'est qu'on est à l'autre étape. C'est les indicateurs, le soft data, les sondages, eux, envoient des signaux assez, notamment la confiance des consommateurs de l'Université de Michigan, envoie des signaux, les confiances des entreprises. Mais là, est-ce qu'on va le voir dans les données? Consommation commence à affaiblir, mais moi, c'est vraiment les données de l'emploi. Demain, suivez ça attentivement. La première chose qu'on va voir, c'est les heures travaillées moyennes. Est-ce que ça diminue? Parce que la première chose à faire, c'est qu'on n'utilise plus les agences externes. Donc, l'emploi dans les agences, moi, je suis ça attentivement. L'autre élément, les heures travaillées. Est-ce qu'on commence à réduire les heures? Avant de mettre à la porte, on va réduire les heures travaillées des travailleurs. Donc, ces deux indicateurs-là ont été assez précurseurs historiquement. Donc, nous, on est dans ce contexte-là. C'est ça qu'on suit à ce moment-là pour évaluer les risques de récession à ce moment-ci. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. En tout cas, je m'étais relevée justement pour vous saluer. Merci beaucoup.